Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du thème 63, la société et la culture, les mythes, les coutumes et le folklore dans la société française. Donc, comme toujours, je vais d'abord partager mon écran. Hop, voilà. Donc, ce thème, il est aussi pour l'apprentissage, enfin pour les étudiants et les professeurs qui vont passer l'examen pour devenir prof de l'ESO, l'éducation secondaire, mais aussi pour ceux de, évidemment, l'école officielle des langues. Donc, thème 63, on y va. On a comme sommaire l'introduction et justification, c'est donc ces petits épigraphes que partagent tous les sujets, tous les thèmes que l'on va traiter dans cette chaîne. Et puis dans les petits 1, on a les mots comme lieu d'observation, d'accord? Donc c'est un petit point qui part de l'étude des Galissons, de Robert Galisson en 1998, Culture et lexiculture partagée, les mots comme lieu d'observation des faits culturels dans la revue des études de linguistique appliquée au numéro 69, les pages 74 à 90. Donc, on fera le petit résumé de l'article. Et puis, dans les petits deux, on a mythes, coutumes et folklore. Donc, on va parler des mythes et des traditions, de l'histoire aux mythes. Quand l'histoire est source des mythes et du folklore et de la tradition orale, d'accord? Donc, tout ce qui est chant, danse, etc. Puis, dans un petit 3, on parlait des manifestations culturelles et les petits 4, ce sont les composantes d'une, d'accord? D'une, c'est un apostrophe, d'une compétence ethno-socioculturelle comme les proposait Henri Boyer. Donc, tout d'abord, ce thème, où l'appartenance et l'importance de ces thèmes est totalement justifiée, puisqu'elle aborde les sujets de la société et la culture française, les mythes, les coutumes et les folklores dans la société française, ce qui va nous permettre d'acquérir une compétence sociolinguistique, donc la compétence sociolinguistique qui est une partie fondamentale euh, dès la compétence de communication, objectif posé par les CECRL et les textes en vigueur. Dans l'introduction, on va parler de l'importance de ces thèmes, évidemment, parce que on va aborder les savoirs, les images, les valeurs, ce que partage une communauté, d'accord? Donc, on a de la communication en communauté et on partage certains éléments, certaines connaissances, certains comportements. Et on va, par exemple, donner à titre illustratif quelques emblèmes de la francité, comme pourrait être les coqs ou des chevaux, d'accord, et les pains, les vins, la baguette, etc. Donc, ce sont des emblèmes de la francité, même la Tour Eiffel, pourquoi pas. Ce sont c'est peut-être des mots ou des images, des valeurs, donc la liberté, l'égalité, qui représentent la francité, la France, et qui la portent euh, dans un niveau international. Cependant, il ne faut pas tomber dans le piège et rester dans la surface. Donc, on doit approfondir et on va voir dans quels éléments on va traiter ici et quels éléments on peut traiter en cours et comment on va le faire. Donc, comme je disais, les mots comme lieu d'observation, c'est à partir du texte de Robert Galisson en 1998, pardon, en 1988, où il fait une comparaison et une métaphore avec les animaux. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets, d'accord, pour ne pas se sortir. Donc, dans les locutions figées, on pourrait parler de être bavard comme une pie, muet comme une carpe, gai comme un pinson, ou saoul comme un givre. Ou par exemple, on pourrait aussi, dans un sens métaphorique, dire ne l'attire pas chez toi, c'est un coucou. Donc la femelle du coucou pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau qui les couvre à sa place. D'où l'idée du coucou liée au parasitisme. Donc, on voit que ces valeurs ajoutées au sens purement référentiel des termes peuvent être dans certains cas spécifiques d'une langue, donc dans ce cas le français, et ce n'est pas toujours des éléments transposables, traduits littéralement dans une langue à une autre. Puis on a l'association lieu-produit. Donc, par exemple, la moutarde de Dijon. Il y a eu une histoire que Galisson a racontée dans son article.
où il parlait que dans un tunnel de Dijon, les trains s'immobilisent, l'attente dure et un voyageur qui dit la moutarde commence à me monter au nez, tout le monde rit, sauf un étudiant étranger qui ne comprend pas pourquoi la moutarde vient lui monter au nez quand il est dans un train à Dijon. C'est parce qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'il y avait une association entre la moutarde et Dijon. Donc, quand on parle de Dijon, il y a toujours une blague. À Dijon, il y a quoi? Il y a de la moutarde. Il n'y a plus rien. Même si c'est parfois un cliché, ça reste quand même vrai. D'accord? Donc, c'est un produit qui relève d'une région. On pourrait parler aussi de la choucroute de Strasbourg, de la porcelaine, des porcelaines de Limoges, du camembert de Normandie, du nougat des Montélimar, des saucissons d'Arles, du jambon de Bayonne, des poulets de Bresse, etc. D'accord? Donc, la saucisse de l'Océan, bon, on a pas mal de choses. Et puis, on a aussi dans un petit 3 ici, dans le premier point, l'association mot-coutume. C'est normalement, quand on parle des fêtes et cérémonies, par exemple, à Noël, on parle des sapins, crèches, bûches. Les mardis gras nous rappellent les crêpes. L'anniversaire nous rappelle, nous évoque les bougies, les gâteaux. Le 1er mai, le muguet. Les 14 juillet, les feux d'artifice, les défilés. La Toussaint, les chrysanthèmes. Voilà. Donc, évidemment, ça peut changer en dépendant de l'origine, de l'âge, du sexe, etc., des locuteurs, des personnes, mais ça reste quand même une culture. C'est ce qui fait de la culture, on va dire, dans son petit. On pourrait aussi parler évidemment de la subculture. C'est pourquoi un jeune, parfois, ne se trouve pas représenté ou ne comprend pas bien les charges culturelles décrites par leurs parents ou leurs grands-parents et inversement. D'accord? Donc, voilà, culture et subculture, c'est un petit 4, si vous voulez, qu'on pourrait ajouter. Dans la partie des mythes, coutumes et folklore, on va parler en 3 petits points aussi. D'abord, des mythes et des traditions. On pourrait faire la distinction entre des fêtes, des mythes, des traditions religieuses comme Noël, l'épiphanie des 3 rois mages, le Mardi Gras, d'accord, qui commence aussi avec les carnavals, mais qui quand même reste une partie religieuse. On pourrait aussi parler de la Chandeleur, qui est à moitié entre Noël et Pâques. Donc, c'est normalement le 2 février à peu près. Évidemment, quelques dates sont toujours fixes et il y a d'autres qui peuvent changer d'année en année, comme c'est la relative au Pâques. Et puis, on a aussi des mythes et des traditions non religieuses. Par exemple, on pourrait parler ici du 1er mai, qui est la fête des travailleurs, des ouvriers, ou du carnaval, ou du 14 juillet, quand on parle de la prise de la Bastille. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet, on pourrait donner qu'à Noël, c'est la date de naissance du Christ, et ces dates furent fixées entre 354 et 376 par les papes Libérius. Avant, c'était la fête des morts, des pauvres, des isolés, surtout des enfants. C'est pourquoi on donne des jeux aux enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec la naissance du Christ. Dans l'Épiphanie, ça a pris un caractère commercial. On pourrait même parler ici aussi dans les fêtes non religieuses. On pourrait parler ici, pourquoi pas, de la Saint-Valentin aussi. Pourquoi pas, ça se fête. Quand vous vous promenez par les Champs-Élysées, même s'il y a des Français qui disent que ce n'est pas une fête proprement française, c'est quand même une fête qui s'est faite encore en France, quoi. Malgré quelques opinions, dont la mienne. On pourrait aussi parler de la Toussaint, d'accord, qui avant était aussi un jour où on pensait que les morts venaient et processionnaient autour des cimetières, alors qu'aujourd'hui, elle a pris un air catholique. Donc, c'est les jours de tous les saints et les Français, normalement, vont fleurir la tombe de leurs morts avec des chrysanthèmes. Donc, voilà. On pourrait aussi parler des armistices, les 11 novembre ou les 7 mai, la date de la libération, ou les 14 juillet, comme la prise de la Bastille, évidemment. Mais il faudrait aussi, donc, pour cela, passer à un deuxième point qui est plus relatif à ces dernières dates, comme les 14 juillet, qui est l'histoire comme source des mythes.
Et ici, on pourrait parler, par exemple, de Charlemagne, qui est devenu aujourd'hui célèbre par la création de l'école, si vous voulez. Il y a même une petite chansonnette qui parlait. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est sacré, Charlemagne. On pourrait aussi parler des Jeanne d'Arc qui a donné l'image ou l'esprit de nation aux Français. Et lors de la guerre des Cent Ans, c'est elle qui a commencé à repousser les Anglais. Aujourd'hui, elle représente aussi la lutte contre les étrangers. Et ça a été un peu, je dirais, mal intentionnellement pris de la part des quelques partis politiques, si vous voulez, qui ont fait de Jeanne d'Arc l'effigie de la nation française prête à combattre les nouvelles invasions étrangères, dont les Fronts National, d'accord, serait le parti qui parlait de la lutte contre les étrangers, contre les invasions étrangères. On pourrait aussi parler des valeurs de la déclaration de 1799, comme la liberté et l'égalité. D'accord, ce sont des choses que les Français tiennent très à cœur. Donc, on pourrait parler ici des valeurs comme l'égalité fiscale, civile et économique, la liberté d'opinion, d'expression ou de conscience. Ce sont des choses que même si la France a été souvent, notamment dernièrement, frappée par les attentats terroristes, comme celui de l'attentat de janvier de Charlie Hebdo, on a quand même vu des Français sortir dans les places, dans les rues, pour défendre la liberté d'opinion, d'expression, de conscience, d'accord? C'est pour ça qu'on a eu tout le monde sur Facebook, la photo, je suis Charlie avec un petit crayon, d'accord? En défendant aussi l'opinion, la liberté d'opinion, des paroles, etc., expression. Et puis, dans les folklores, il ne faut pas se passer comment dirais-je, ce qui est, enfin, on va d'abord définir les folklores qui, d'après le dictionnaire, est l'ensemble des productions culturelles non matérielles, croyances, rites, légendes, cultes, des sociétés sans écriture aux paysannes. Il s'agit donc essentiellement de la transmission des traditions orales des ancêtres. Les chants et les danses jouent dans un chapitre un rôle fondamental. Et donc ici, on pourrait parler des pastorales des Pâques, ou par exemple, on pourrait parler de celles écrites par Morel à la demande du clergé de Marseille. Mais on pourrait aussi parler, pourquoi pas, des Basques qui ont les cascaros, ou même des rythmes et des chansons qui rythmaient pour les marins, d'accord, pour les travaux à bord des marins. Mais bon, les cascaros, ça reste quand même, je dirais, les plus connus, les plus mignons aussi, hein, pourquoi pas. On pourrait aussi parler de l'expression la plus vivante d'un peuple comme la carole ou la branle en ancien français. C'est donc une sorte de danse, si vous voulez. Et on pourrait aussi même, pourquoi pas, introduire ici le vêtement, d'accord, comme un instrument de signification. Évidemment, la France, elle est connue par la haute couture. Donc, on pourrait aussi donner quelques instances, par exemple, quelques exemples. Pourquoi est-ce que la mode est importante en France? Et puis, dans les manifestations culturelles, on pourrait parler de tous les festivals, les fêtes, etc., qui se célèbrent, fêtoient en France. Donc, par exemple, on va parler les médiévales des Provins, d'accord, qui, depuis 1984, se tiennent dans la ville des Provins, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est une des plus importantes de l'Europe, invitant à un voyage inoubliable au Moyen-Âge, des reconstitutions historiques, une grandeur nature, des foires, des champagnes, et campements, artisans, baptiseurs, danses et jongleries. Les médiévales des Provins attirent musiciens, saltimbanques et chassiers et amuseurs des foules de toute l'Europe. Donc, un grand festival, une fête du Moyen-Âge. On pourrait parler aussi de la feria des Pâques qui tient lieu à Arles, d'accord, à Arles,
Donc, c'est dans la saison tauromachique française et qui se déroule au début du printemps, généralement au mois d'avril, et attire plus de 500 000 visiteurs. La fête de la musique, évidemment, qui a été créée par le ministère de la Culture et de la Communication en 1992 pour célébrer les musiciens amateurs, invitant une foule toujours plus grande à apprécier la musique dans leur rue. Elle tient lieu tous les 21 juin, d'accord? Donc, normalement, c'est les soirs, enfin, pendant toute la journée, que l'on va écouter les artistes et les musiciens amateurs partout en France. Et puis, on a aussi les marchés du Noël de Strasbourg, les marchés de Noël les plus connus en France. Et ça commence à la fin du mois de novembre et se termine le 31 décembre autour de la cathédrale de Strasbourg sur 12 sites au cœur de la ville et replonge les visiteurs dans l'ambiance féerique et conviviale des fêtes des fins d'année. On va parler aussi du carnaval de Nice, qui est l'une des importantes manifestations de la Côte d'Azur, dont plus de 15 jours, d'accord, où on parle aussi, on voit de l'humour, de la dérision et de poésie dans cette grande fête populaire. On voit aussi des manifestations distinctes comme les corsos carnavalesques, des jours ou des nuits, et la bataille des fleurs. On a aussi le Tour de France, France avec pas de S, donc le Tour de France qui a motivé énormément les Français pour suivre le cyclisme, cette discipline sportive, qui est la troisième préférée par les Français après le football et le rugby. Et on pourrait aussi parler des différents festivals comme le Festival de cinéma de Cannes, les festivals de BD d'Angoulême qui se tient en janvier, les festivals des théâtres d'Avignon en juillet, ou la Nuit Blanche aussi, qui a eu sa première édition en 2002, où toutes les institutions privées, publiques, bars, etc., sont ouvertes la soirée, d'accord, pendant toute la nuit. Et même, il y a même des musées qui décident d'ouvrir la nuit les premiers week-ends d'octobre. On pourrait aussi parler de la semaine de la francophonie, on pourrait aussi parler de la fête du citron des Mentons, d'accord, la nuit européenne des musées, la fête du Beaujolais nouveau, mais bon, ou la fête nationale française, évidemment. Mais je pense qu'avec ces nombreuses manifestations culturelles, on en a assez. Et finalement, on va parler de la compétence, pardon, des deux composantes d'une compétence ethno-socioculturelle d'après Henri Boyer, totalement nécessaire pour la compréhension et la production en langue étrangère. Donc, dans la représentation stable de la francité, on pourrait parler des personnages célèbres, d'accord? C'est un imaginaire patrimonial, des grands mythes, des grandes mythifications historiques. Ce sont des savoirs tels quels, comme un personnage célèbre, personnage historique, Charlemagne, Louis XVI, Jeanne d'Arc, Napoléon, ou des événements historiques, la guerre de 100 ans, la prise de la Bastille, la guerre d'Algérie, ou des dates, 732, 1799, 89 ou 1968. De lieux de mémoire comme Alésia, Versailles, Orléans, mais aussi la rive gauche, Montmartre. Des mots, des slogans ou des devises comme Bouter l'anglais hors de France, Paris vaut bien une messe, l'État c'est moi, liberté, égalité, fraternité, j'accuse. Des grandes œuvres comme la chanson de Roland, les fables de Zola, Balzac, Hugo. Les mots témoins ou mots à charge culturelle des Galissons, donc collaboration, résistance, mugueux. Et puis les monuments comme la Tour Eiffel, les Sacré-Cœur, les châteaux de la Loire, les Louvres, ou les biens de consommation comme le Père et d'Asque, la baguette, le champagne, le cognac, la deux chevaux. Citroën et chevaux, évidemment. On parle aussi des Citroën, la Renault, etc. Faut faire attention ici parce qu'un produit va bientôt, inévitablement devenir un cliché. Donc, c'est aussi un point de vue compliqué pour les profs de parler de ces éléments-là sans tomber dans le piège de clichés. Qu'il faut connaître aussi, évidemment. Donc, voilà.
Et puis, dans un deuxième point, on parlait de la socioculture, de l'air du temps, quels sont les caractères des Français aujourd'hui, d'accord, comment est sa vie quotidienne, les valeurs auxquelles il tient à cœur. Euh, Par exemple, des valeurs des familles, d'ordre, de travail, de respect, etc., des tolérances, ce sont les valeurs d'aujourd'hui, même si avant, ça pourrait être, par exemple, la tradition, la famille et, et d'autres valeurs distinctes, et différentes. Et donc, c'est ça qui va constituer l'identité des Français. D'accord? Comme conclusion, ben, il faut dire que, évidemment, il est très compliqué d'avoir une bonne connaissance tout à fait complète des éléments qui composent la société et la culture française. D'accord? C'est un continuum. On va parler aussi des problèmes. Donc, d'abord, les problèmes de comment intégrer ces éléments autour des français langue étrangère. Et d'où est-ce qu'on va attirer ces éléments? Est-ce qu'on va les attirer par exemple, des descriptions très anciennes ou des descriptions qui viennent sous un format déjà influencé quand même par les auteurs qui les présentent, d'accord? Donc, il faudra aussi que les profs et les élèves eux-mêmes travaillent sur le choix des éléments à traiter dans la culture étrangère. Il faut que les éléments, que ces représentations de la culture étrangère soient, comme tout texte, comme tout document, donnés dans une situation concrète, exacte, précise. D'accord? Il ne faut pas parler de la baguette, etc. Non, 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 il faut voir, par exemple, un article qui dit la vie devient de plus en plus chère, la baguette, aujourd'hui, coûte 2 euros. Voilà. C'est parce que on voit là que la baguette est un point référentiel, par exemple monétaire pour les Français. Et puis les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, on va directement dire que la meilleure stratégie, c'est celle qui va permettre à l'apprenant d'acquérir et de développer la capacité critique dans son appréhension, le mot dans son appréhension du culturel, de mettre en œuvre cette capacité au fur et à mesure de son développement dans les tâches, l'observation, et troisièmement, de rendre opératoire les résultats obtenus. Voilà donc les thèmes 63. Il faut parler d'Henri Boyer, de son article en 1995, de l'Écosse de l'Europe, de Robert Gallisson en 1998, de Henri Oleg en 1988 aussi, de Marie Eliade dans l'histoire des croyances et des idées religieuses, des Jean Cuisinier, de l'art populaire de France, etc. Et donc, ce serait tout pour le thème 63. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter par commentaire. J'espère que vous allez avoir et vous allez réussir votre examen. Vous allez avoir beaucoup de chance et une bonne note à la fin, c'est qui compte. À la prochaine. Au revoir.